Bonjour, nous sommes le dimanche 14 juillet 2019 et j'hésite toujours un petit peu à comment appeler mon papier, ma petite présentation, mon petit exposé. Et je pourrais l'appeler, j'y ai réfléchi, la technologie va nous tuer, slash, barre oblique, va nous sauver, point d'interrogation, va soit nous tuer, va soit nous sauver. Euh, mais comme il y a des tas de choses que j'ai envie de vous dire, je vais plutôt retomber sur ma formule ancienne, c'est-à-dire vous dire le temps qu'il fait le 14 juillet 2019. Et je signalais hier à l'un d'entre vous un article où on parlait de quelque chose qui se passe en 1820. C'est le 14 juillet 1820. Et Hegel, qui est un vieux professeur, il a 50 ans, à l'époque on était vieux à 50 ans, et il réunit certains de ses meilleurs élèves et il dit voilà, on va fêter ça. Et il commande là où ils sont la meilleure bouteille de champagne. On était sans doute bien payé, professeur d'université à l'époque, la meilleure bouteille de champagne qu'on puisse trouver. Et il l'ouvre et les étudiants sont un peu étonnés. On est en 1820, vous pensez. Et les étudiants disent c'est en quel honneur. Et il se tourne vers eux et dit mais on est le 14 juillet, c'est la fête de la Révolution française. Voilà. Et il faut dire que on a une époque de reflux révolutionnaire. On est vraiment voilà, dans le conservatisme absolu, dans les régimes les plus réactionnaires possibles. Et ce vieux professeur qui est considéré comme un défenseur de l'État à l'époque, il cache bien son jeu, avec ses meilleurs étudiants, c'est même pas au secret, hein, il s'en cache pas, il s'en est jamais caché qu'il avait le sentiment que la Révolution française, que des gens comme Robespierre, comme Saint-Just, c'était des phares, voilà. Bon, il n'y a pas que Hegel qui pense ça. Alors voilà, on est le 14 juillet 2019. Ça fait pas mal d'années plus tard, mais c'est pas mauvais non plus de trinquer à la Révolution. Euh, Qu'est-ce qui m'a conduit à réfléchir, à changer un peu de braquet ces jours-ci? C'est la remarque d'un d'entre vous qui m'a fait une remarque un peu, comment dire, caustique. C'était pas dans les commentaires du blog, c'est un mail que j'ai reçu. Euh, mais ça m'a touché. Vous vous souvenez, il y avait une commissaire européenne et ces dames, en général, nous surprennent un peu, mais parfois elles sont aussi égales à ce qu'on attendait. Et celle-là, c'était donc la commissaire européenne au commerce qui avait dit ouais, ouais, cette histoire d'extinction de l'humanité, il faudrait quand même pas que ça nous empêche de faire du commerce. Bon, alors j'avais fait une petite remarque là sur le fait qu'elle avait compris qu'elle avait le sens des priorités. Mais alors il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a dit oui, mais vous, avec votre histoire, vous allez plus écrire que des romans parce que c'est ça que vous avez envie de faire en ce moment, que c'est ça qui vous amuse. Est-ce que c'est pas un peu aussi mettre les priorités au mauvais endroit? Alors j'ai rigolé, j'ai dit oui, bon peut-être. Alors je continue à écrire mon roman, mais c'est peut-être pas mes romans, mais c'est peut-être pas le numéro un de mes priorités. Alors en fait, je suis parti sur deux projets. C'est des projets que j'ai depuis un certain temps, mais vous allez voir qu'ils sont des projets, voilà, de l'ordre du théorique, de l'ordre de réfléchir à quoi faire. Vous l'avez peut-être déjà entendu avec mon petit titre là, la technologie va nous tuer, va nous sauver. Il s'est fait, vous avez peut-être vu ça, vous avez peut-être même lu les retranscriptions ou écouté les podcasts, qu'on a vu l'amabilité à l'Université catholique de Lille, Pierre Georgini et Nicolas Vaillant, m'avaient demandé l'année dernière de faire une série de conférences. Une série de conférences. Il m'avait demandé quel est le titre que je vais donner. J'avais appelé ça Faut-il déclarer l'état d'urgence pour le genre humain, ou c'était plutôt simplement sous forme de question, déclarer l'état d'urgence pour le genre humain, point d'interrogation. J'ai fait ces 6 conférences, on a eu la gentillesse de me les enregistrer. D'autres personnes, en particulier Eric Muller, ont eu la gentillesse c'est Géraldine Paulus qui les a enregistrées, c'est Eric Muller qui les a retranscrites, et ça faisait déjà un manuscrit pas mal sur cette question, faut-il déclarer l'état d'urgence?
Et j'ai, en voyant ça, l'ensemble, voilà, mis à la suite, j'ai pensé à la conférence, ma conférence de Saint-Étienne. Pourquoi ma conférence de Saint-Étienne? Parce qu'elle avait duré 3 heures et demie. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé? Ben, j'avais fait comme d'habitude. J'avais parlé 3 quarts d'heure, 1 heure. Et puis, il y avait eu, ça nous fait quoi? Ça nous fait 2 heures et demie de questions. Et les questions, c'est intéressant. Euh, il y a eu une époque où il y avait, venant de la salle, il y avait des questions pas intéressantes, mais ça, je vous l'ai déjà dit, ça fait très longtemps, au moins 5 ans, que j'ai pas eu, heureusement, une question stupide venant de la salle. Les questions sont très intéressantes. Et ça attire mon attention, bien entendu, aussi sur des choses dont il faudrait parler et qui me viennent pas nécessairement à l'esprit. Alors, et donc là, c'est des pistes aussi. On me dit, parler de ceci, on voudrait vous entendre sur tel sujet. Et donc, avec une conférence comme Saint-Étienne, j'ai encore non seulement ce que j'avais envie de dire moi, mais 1 heure et demie de moi parlant sur d'autres sujets qui n'étaient pas ceux auxquels j'avais pensé. Il y a eu aussi un exposé récemment dans le cadre des conférences de sciences critiques. Et là, j'ai fait quelque chose d'un peu original aussi. J'avais été un peu énervé que les gens qui parlaient avant moi, et à mon panel, les gens parlaient avant moi, que ces gens-là avaient tous dit la même chose. Je vais vous dire des choses très différentes que d'habitude parce que vraiment, ça commence à me pomper de répéter toujours la même chose. Et là, j'avais dit, je vais vous dire des choses que je dis pas d'habitude parce qu'il y a une urgence absolue. Je sais, je n'ai pas regardé leur tête à ce moment-là, et j'ai dit du coup il faut avancer, il faut dire des choses neuves sans arrêt. Et donc j'ai essayé de dire des choses un peu neuves. Il y a aussi trois papiers que j'ai fait dans le cadre de quinzaine. L'un sur la responsabilité des robots à propos de Musil et de l'homme sans qualité. L'un sur l'automation en disparition du travail à propos du livre Play Your Piano, le piano mécanique de Kurt Vonnegut, un livre de 1952 qui vous parle d'une société entièrement mécanisée, entièrement logicialisée, etc. Et puis le petit papier que j'avais fait sur la singularité, où à partir d'une réflexion de René Thom sur le mathématicien, sur le déterminisme, à partir de là, j'avais fait une réflexion sur le mode comique de la singularité des robots qui décident un jour de se débarrasser de nous. Pas sur le mode Terminator avec des Kalachnikov, mais sur le mode de dire, écoutez, voilà, laissez-nous réfléchir, on fait ça beaucoup mieux que vous. Et donc, voilà, en mettant tout ça ensemble, il y a encore autre chose que j'oublie, c'est mes réflexions que j'ai faites dans le cadre d'un livre en anglais, où je rassemble un certain nombre de contributions qui ont été faites à l'Université catholique de Lille par des conférenciers et où je me suis intéressé aux différents types d'anti-humanisme qu'on a aujourd'hui. Le super-humanisme de Nietzsche, grand ennemi, lui, de la Révolution française, puisque je mentionne son nom, considérait que c'était la dernière révolte des esclaves et que maintenant on allait avoir que les vrais maîtres, les superman, allait apparaître. Et comme je l'ai fait remarquer l'autre jour, à ce moment-là, il était déjà tellement camé qu'il était au bord de la folie. Quand il a ses rêves de surhomme, malheureusement, il y a des gens qui l'ont pris très très au sérieux par la suite. Bon, où est-ce que j'en étais? Superhumanisme de Nietzsche, post-humanisme dont on parle beaucoup maintenant. Donc, je vais peut-être en dire un mot, post-humanisme, le transhumanisme dont je vous ai pas mal parlé, et puis le méta-humanisme de messieurs Delval et Sogner. Post-humanisme dans la lignée, je dirais, du scepticisme heideggerien. Vous le savez, dans cette question de savoir si la technologie nous sauvera, il y a beaucoup de gens qui sont contre la technologie dans une perspective heideggerienne. Il y avait d'ailleurs eu un débat sur le blog il y a pas mal d'années entre Flippo et moi, Flippo est un décroissantiste et qui invoquait Heidegger. Et j'ai toujours attiré l'attention sur le danger de Heidegger. Je sais qu'il y a des gens intéressants comme Monsieur Kojève,
Alexandre Kojève, grand philosophe, Jean-Paul Sartre, Jacques Lacan, qui à certains moments même Herbert Marcuse, qui était un élève de Heidegger, de gens qui ont été fascinés par le fait que ce type n'était pas un imbécile, très très loin, et qui ne voyaient pas que c'était un nazi faisant de la philosophie et qui produisait une philosophie qui est une philosophie à proprement parler du nazisme. Maintenant, on a des preuves, on a ces journaux intimes et tout ça, on voit que c'était pas par hasard c'était pas pour pouvoir renseigner qu'il avait une carte du parti nazi, non, c'était un militant, et ainsi de suite, mais ça n'a pas d'importance, c'est là, je dis, c'est pas le dernier des imbéciles, mais c'est là dans sa philosophie. Et tout ça vient d'un fond qui est extrêmement dangereux pour nous. C'est la crainte de Dieu. Il faut bien appeler les choses par leur nom. C'est de là que vient cette méfiance de Heidegger devant la technologie. C'est n'empiétons pas sur le domaine de Dieu, laissons-lui ça. D'ailleurs, le monde est essentiellement inconnaissable. Il y a bien entendu les modélisations qu'on peut faire, mais il y a surtout le Dasein. Voilà, c'est le être là, et le être là, c'est de l'indécomposable. On peut pas vraiment en causer. Si on peut dire que surtout il faut pas y toucher parce que c'est dangereux. J'ai attiré l'attention sur le fait que quand vous lisez en particulier des conférences de Heidegger, c'est toujours la même chose. Il n'arrête pas de réveiller les étudiants. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone, mais il les réveille quand même en disant attention, hein, je vais encore dire une chose qui va vous terroriser avant qu'on passe à la suite. Terroriser pourquoi? La crainte de Dieu, comme ce bonhomme que j'avais un jour vu à la télévision et voilà. Pourquoi vous allez tout faire sauter partout? Et alors il avait bien dit parce que je crains Dieu. Voilà, il ferait mieux pas craindre Dieu et pas tout aller faire sauter. Enfin voilà. Donc je travaille là-dessus. Je mets tout ça ensemble et je vais essayer de produire quelque chose. Si tout se passe bien, voilà, à la fin du mois d'août, sur faut-il déclarer l'état d'urgence pour le genre humain ou la technique va-t-elle nous tuer ou va-t-elle nous sauver? Et il y a autre chose sur lequel je travaille, ça fait des années et des années, l'éthique d'Aristote en particulier. Si vous avez lu deux de mes livres, là, qui s'appellent Comment la vérité et la réalité furent inventées, publié en 2009 et le prix publié en 2010, vous savez que voilà, je parle longuement de l'éthique d'Aristote là-dedans, et en particulier cette partie de l'éthique, bien entendu, où il nous explique que la formation des prix, c'est quelque chose de l'ordre, du même ordre que la justice, sauf que la proportion est diagonale. Voilà. Mais je vais m'intéresser un petit peu à d'autres aspects, en particulier là, à une comparaison entre cette réflexion d'Aristote avec celle qui avait lieu quelques centaines d'années auparavant en Chine, chez Confucius, sur la manière dont il faut articuler la manière dont un État s'organise et la manière dont les citoyens sont vertueux à l'intérieur de cet État. Vous savez, dans le confucianisme, donc, il y a un ordre qui descend d'en haut et il y a une vertu qui monte d'en bas. Chez Aristote, il y a une réflexion à la fin de l'éthique à Nicomaque sur à quel moment est-ce qu'on passe de l'éthique au politique, de la gestion particulière de l'intérêt général par les citoyens sous la forme de la vertu, et l'organisation même de l'État, la police, la cité, le domaine du politique. C'est le moment aussi, je crois, de réfléchir à Confucius versus Aristotle, un grand combat du siècle, de réfléchir à mettre ces idées ensemble parce qu'on va en avoir besoin. Pourquoi est-ce qu'on va en avoir besoin? Parce que, vous le voyez bien, il faut ce qu'il faudrait vis-à-vis de l'extinction, c'est une sortie par le haut, mais c'est pas dans cette direction-là qu'on est engagé. On est engagé dans le survivalisme, dans le souverainisme, c'est-à-dire qu'on va essayer de défendre sous forme de Fort Chabrol des petites unités, probablement, si ça ne marche pas, et c'est probable que ça ne marchera pas comme ça, des unités de plus en plus
petite, organisée en camp retranché, à partir du principe que on va quand même essayer de nous sauver nous avec une grande majuscule, avec la définition du nous peut être en termes ethniques, religieux, etc., de famille, de clan, tout ce qu'on peut inventer, ça marchera pas. Mais on peut craindre que si on n'arrive pas à organiser la sortie par le haut, grâce à messieurs Confucius et Aristote, qu'on tombe dans ça. Et c'est ça qu'on voit, hein, on voit les craquements qu'on voit ces jours-ci. Je vous parle pas trop de l'actualité parce que ce sont que des craquements. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses dramatiques. Monsieur Mike Pence, vice-président américain, est allé voir à quoi ça ressemblait un camp de concentration que son patron, monsieur Trump, a organisé à la frontière. Et il est revenu et devant la presse, il a dit, ayant vu par exemple des cellules où il y a 200 personnes sans même la place pour qu'on puisse se coucher par terre, sans parler même de lit, il a dit c'est quand même assez dur. Hein. Et j'imaginais la scène, une scène comme ça en 1943, on est en Allemagne nazie, et monsieur Göring est allé visiter les camps de concentration parce que la presse n'est pas très contente. Et il revient en disant quand même assez dur. Hein. Enfin bon, il faudrait pas rire de ces choses-là. Vous savez bien que si j'en ris, c'est pour ne pas en pleurer. Voilà, je vais terminer là-dessus. Des réflexions sur... c'est essentiellement grâce à l'un de vous là qui me dit écrivez pas trop de romans, aidez-nous quand même un peu encore à avancer. Voilà, allez, bonne fête nationale pour les Français et bon dimanche pour tous les autres. Allez, à bientôt.